Vraie Voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel. Nous allons décortiquer la grande et belle machine du Tour de France avec son patron, le directeur de l'épreuve. Bonsoir Christian Prudhomme. Bonsoir Frédéric. Chaque année, c'est la même question. Vos amis de Roland-Garros subissent grosso modo le même traitement. Est-ce que nous allons avoir un Français vainqueur? Bon là, ça fait 40 ans. Oui, ça nous fait 2 ans d'avance sur Roland-Garros puisque Yannick Noah c'était 1983, Bernard Hinault donc 1985. J'ai peur de répondre assez facilement, ça ne sera pas pour cette année encore, même si on espère évidemment que des coureurs français puissent briller d'ici aux Champs-Élysées pendant les 3 semaines de course. Alors déjà oui effectivement sur cette édition, mais dans un proche avenir, pourquoi pas des noms ressortent? Paul Sexas. Alors Paul Sexas a tout juste 18 ans. C'est ça. Paul Sexas, mais on disait la même chose de Tadej Pogačar quand il en avait 19. Oui, naturellement. Paul Sexas est donc le champion du monde junior du contre-la-montre. Il a été brillant dans le critérium du Dauphiné il y a quelques semanes en terminant 8e au général, et encore il aurait dû finir 6e mais il est tombé dans la dernière montée. Bref, il faut pas que les petits cochons le mangent. Un de vos confrères m'a dit mais vous n'êtes pas déçu qu'il ne soit pas au départ du Tour? Je lui ai répondu je suis rassuré qu'il ne soit pas au départ du Tour de France, et j'espère qu'il ne sera pas au départ du Tour l'an prochain non plus. D'ailleurs son équipe ne souhaite pas le mettre. Il va d'abord faire un autre grand tour bien évidemment, sans doute en Espagne, et puis s'il démarre en 2027 à 20 ans, ça fera encore très jeune pour commencer le Tour de France. Mais vous savez ce qu'on fêtera dans 2 ans? Vos 20 ans à la tête. C'est pas joli, Christian? Personne vous l'avait fait encore, ça, Non, celle-là, non. Je suis plus habitué aux 40 ans de Bernard Hinault. Enfin, 40 ans sans victoire française. C'est quand même le plus important, et de loin, ce sont les champions qui comptent d'abord, bien évidemment. Alors, justement, je vous propose d'écouter quelque chose. Nous sommes le 21 juillet 1985, aux côtés de l'Américain Greg LeMond, dirigé par l'homme d'affaires Bernard Tapie. Le champion français Bernard Hinault s'impose à l'issue d'une épreuve mouvementée où il s'est fracturé le nez sur le bitume de Saint-Étienne. Extrait de ses déclarations de l'époque. L'an dernier, j'avais une bonne équipe. Cette année, j'ai encore une bonne équipe. Nous avons, parce que nous sommes à deux, il n'y a pas de leader pour nous. Nous sommes ensemble et nous sommes là pour que l'équipe gagne. Ce qui est pris et n'est pas à prendre. Donc j'ai fait le maximum pour essayer de prendre du temps. J'ai pris donc 7-8 secondes. C'est déjà pas si mal pour la suite. Une partie du Tour se joue aujourd'hui, oui. Mais c'est pas fini. On n'est pas rendu à Paris. Dites-moi franchement, de temps en temps, vous vous dites je suis entré maintenant dans la légende du cyclisme? Non. Pour moi, je suis un coureur cycliste, je fais quelque chose que j'aime beaucoup. Pour rassurer tout le monde, il n'y a rien. J'ai juste le nez cassé, 2 points ici, 2 points dans la tête. Il me reste mes 2 jambes, mes 2 bras, alors je pense que c'est le plus important. Voilà, ça c'est Bernard Hinault. Il y a le film des Monty Python, on coupe une jambe, une autre jambe, mais ils se battent encore, quoi. Oui, c'est formidable qu'ils disent je me suis simplement cassé le nez, et il a quand même gagné le Tour de France malgré ça, avec l'aide de Greg LeMond, et il a rendu l'appareil en 86, l'année suivante, parce qu'il était sous la menace en 1985, notamment de Stephen Roche, l'Irlandais, qui lui allait gagner 2 ans plus tard en 87. Bon, là on est entre passionnés, mais continuons, parce que les auditeurs de Sud Radio se passionnent. Comment un coureur devient icône du Tour de France? J'ai quelques noms: Virenque, Vauclair, Pinot, Jalabert, Fignon, Poulidor, le plus iconique peut-être. C'est pas forcément gagner qui fait le champion, c'est quoi? Non, ce sont des coups d'éclat, ce sont de longues échappées, ça peut être aussi parfois de la malchance. On dit que nous autres Français, nous aimons bien les champions qui perdent plutôt que ceux qui gagnent. Alors c'est pas le cas évidemment pour Bernard Hinault, à la carrière magnifique, aux 5 victoires notamment dans le Tour de France. Mais pour d'autres, c'est ça. On oublie parfois qu'ils ont aussi beaucoup gagné. Raymond Poulidor a beaucoup gagné. Le Tour d'Espagne, Milan-San Remo, le championnat de France, la Flèche Wallonne, 2 fois Paris-Nice. Mais sur le Tour de France, oui, c'est toujours le recordman des podiums d'ailleurs. 3 fois 2e et 5 fois 3e, et surtout jamais le maillot jaune. J'en reviens à une actualité plus récente. Son petit-fils, Mathieu Van Der Poel, en 2021, est allé chercher pour son grand-père le maillot jaune que Poupou n'avait jamais pu porter. Et oui, en levant les bras et les yeux en direction du ciel. Raymond Poulidor nous disait d'ailleurs, mon petit-fils va le faire. Bon, c'était un moment fort. Les médias capitalisent en général sur l'image du champion. Est-ce qu'il faut donc être charismatique, c'est ça? Oui, et puis souvent il faut durer. C'est-à-dire que il faut que la carrière soit longue. Évidemment, Raymond Poulidor, premier tour en 62, dernier tour en 76, 3e en 62, 3e en 76. Et puis la carrière qui avait commencé un petit peu avant, qui a duré jusqu'en 77, donc une carrière très très longue. Vous évoquiez Thomas Vauclair, ce sont les 2 épisodes de 2 fois 10 jours avec le maillot jaune. Oui, avec 2004 un tout jeune, et puis 2011, 7 ans après. Et là où vraiment il nous a fait rêver, Thomas, où on s'est dit, et si c'était possible?
Thibaut Pinot, c'est le rêve, naturellement, notamment de 2019. Il est passé malheureusement si près, mais la blessure. C'était incontestablement le plus fort en montagne dans les Pyrénées, jusqu'aux Pyrénées. Et puis cette blessure qui n'était, dit-on, pas une blessure de coureur cycliste, mais de footballeur, et il doit abandonner. Christian, je vous regarde avec des yeux, mais vous le savez, de passionné, de fan, parce que vous avez touché du doigt la seule chose qui me manque, c'est-à-dire vous avez commenté le Tour de France dans son intégralité cette chance-là. À la télévision. Et, à la radio d'abord, puis à la télévision, en effet, ensuite. Oui, mais ça, à la radio, moi je l'ai fait, quand je vous dis ça. Bon, toujours est-il que j'aimerais que vous réécoutiez vos commentaires de 2001, c'est sur la 2e chaîne, France 2 déjà. Voilà, arrivé d'une étape pyrénéenne. Il salue la foule, des baisers à droite, des baisers à gauche, avec le public qui continue à l'encourager. Il va franchir la ligne, il se signe, les bras levés. Victoire d'étape ici à Luzardiden dans la dernière étape des Pyrénées pour ce Roberto Laiseca, parce que de Guernica, il se signe une 2e fois. Bien vu Roberto Laiseca avec le maillot et Euskaltel. Je me demandais si vous alliez me dire, mais quelle étape était-ce? Et puis quand il s'est signé, Roberto Laiseca, qui avait une gueule christique. Et sur la ligne, c'était quasiment le Christ en croix. Donc, et puis c'était l'époque où les maillots jaunes, les maillots orange, pardon, des Basques de Euskaltel Euskadi étaient absolument partout. Donc il y avait une marée orange impressionnante. Et c'était le coureur le plus emblématique de cette équipe-là qui avait gagné ce jour-là. Bon, vous aviez familiarisé des expressions comme Rumsas la menace, le fameux coureur de la Lamprey. Qu'est-ce qui est le plus fort? Qu'est-ce qui vous a épanoui le plus? Commenter ou diriger? Ah ben c'est complètement différent. Le Tour de France a guidé ma vie professionnelle, puisque c'est le Tour de France qui m'a donné envie d'être journaliste. Donc en écoutant, il y a bien longtemps, il y a plus de 50 ans, le Tour à la radio notamment. À l'époque, il faut bien voir que la télé était en noir et blanc, la couleur était balbutiante, le poste de télé chez mes parents, c'était du noir et blanc. Il y avait que les 15 derniers kilomètres à la télé. Donc la journée était scandée par la radio, passant d'une radio à l'autre, au sommet d'école, écoutant tous les flashs. Magique, hein. Et il y a un côté magique parce qu'on imagine, quand on entend les champions, ses préférés passer au sommet, on se dit pourvu qu'ils ne tombent pas dans la descente. Et s'il attaquait, et s'il revenait. Donc on imagine un tas de choses tout au long de la journée, tout au long des 3 semaines. Et c'est ce qui m'a donné envie d'être journaliste, pour être témoin, pour raconter aux gens ce que je voyais moi de ma place privilégiée à des gens qui ne pouvaient pas voir. Donc c'était vraiment ça. Donc j'ai rêvé en effet de commenter le Tour à la radio, à la télé. J'ai eu la chance de le faire. Et puis un jour, il y a une vingtaine d'années, Patrice Clerc, qui était à l'époque le patron d'Amoris Sport Organisation, et Jean-Marie Leblanc, mon prédécesseur à la tête du Tour, m'ont dit: et Christian, si tu venais, on souhaiterait que ce soit toi après. Quelle opportunité. Donc ça, vous avez une étoile magnifique au-dessus de votre tête. Enfin, plus le talent, Christian. Non, mais j'ai bien conscience d'être un invraisemblable privilégié, bien sûr que oui. Sans le moindre doute. L'immense responsabilité de l'organisateur vous place dans un stress permanent toute l'année, on est d'accord? Alors oui, on n'est plus décontracté quand on est journaliste, ça c'est sûr et certain, parce qu'en fait ce qui change fondamentalement, c'est que lorsqu'on est journaliste, et c'est tout à fait logique, on ne regarde que les champions. Moi, sur la route, je regarde davantage le petit gamin qui lâche la main de son père sur le bord de la route, précisément. Donc, il y a ce stress de l'accident. Le Tour, c'est 3500 kilomètres, c'est plus de 3 semaines, et c'est 10 à 12 millions de personnes au bord des routes. Donc, le Tour, c'est la plus grande compétition cycliste au monde. C'est une épreuve qui met en valeur notre patrimoine, nos monuments, nos petits villages, nos cathédrales, nos musées. C'est un événement qui fédère, mais c'est d'abord du sourire. Or, ce sourire-là, si un enfant se fait renverser, ça n'a plus de sens. S'il y a un accident, c'est le stress, c'est un peu trivial, mais c'est un peu pour votre pomme ou pas? Non, quand même. La différence fondamentale entre journaliste et directeur du Tour, pour moi, c'est qu'effectivement, il y a cet aspect accident qui peut survenir à tout moment, parce que le public est hyper sympa, mais ne fait pas attention souvent, en dépit des messages de sécurité qui passent à la radio, qui sont écrits dans la presse quotidienne régionale. Les gens savent qu'il faut faire se comporter de telle ou telle manière. Et puis dans l'instant et dans l'euphorie, ils oublient le plus souvent. Avec le fameux téléphone portable, c'est-à-dire que les gens viennent pour filmer, c'est terrible ça. Ce qui a changé beaucoup de choses en effet, y compris d'ailleurs la longueur du bras, puisque autrefois c'était l'appareil photo, il était devant soi. Ça pouvait aussi provoquer des accidents. Périni, Alpe d'Huez. Oui, alors ça c'était déjà bien sûr, tout à fait, ou Armentières et Laurent Jalabert s'en souvient encore plus que nous. Mais oui, il y avait pas, on gagnait quand même 80 cm ou 1 mètre de chaque côté de la route, parce que le bras n'était pas tendu. Donc oui, il faut faire avec ça. Maintenant, oui, c'est du stress supplémentaire par rapport à l'époque où j'étais journaliste. Après, le temps passe tellement vite, je n'ai absolument pas conscience que c'est mon 19e tour comme directeur. Je m'en rends pas compte, je me trompe d'une décennie.
Oui, oui, je vous confirme, vous faites si jeune, Christian. Vous n'avez pas pris une ride. C'est gentil, monseigneur. C'est trop. Bon, sur l'aspect sécurité, on remet une petite louche sur tous ces aménagements de la voie qui ne vous simplifient pas les choses. Je me fais un peu le porte-parole de ceux qui roulent. Hein. Moi, je continue aussi le dimanche, mais c'est vrai, les rétrécissements, c'est n'importe quoi. C'est de plus en plus compliqué pour trouver des arrivées d'étape pour un sprint massif, parce qu'il nous faut vraiment une sorte de tube. Quand je dis un tube, c'est deux voies qu'on centre sur les derniers kilomètres. On n'y arrive pas si on tient compte des ronds-points, bien évidemment. Mais ça, on demande, quand une ville est candidate et qu'il y a potentiellement une arrivée au sprint, eh bien, on demande des aménagements naturellement, mais de toute façon, ce sera jamais parfait. C'est pas une piste où tout serait très large. Il faut faire avec, sachant que par ailleurs, les coureurs vont de plus en plus vite. Le matériel a fait d'énormes progrès, et donc on a en effet cet effet ciseau d'aménagements routiers de plus en plus nombreux et de coureurs qui vont de plus en plus vite. Je vous branche pas sur l'éternel débat, ça va de plus en plus vite. De toute façon, il n'y a pas de réponse. L'histoire du dopage, c'est pas la question. Non, mais là, j'ai juste une réponse très simple. De Gilles Ménian. Gilles Ménian, mon pilote, mon ange gardien, qui ancien est très bon coureur, ancien double champion de France du contre-la-montre. Et bien, quand Gilles va rouler, quand il va s'amuser, quand il prend son vélo, il va aujourd'hui plus vite qu'il y a 25 ans lorsqu'il s'entraînait comme coureur professionnel. C'est-à-dire avec le vélo d'aujourd'hui. C'est-à-dire que les progrès sont immenses. Et c'est d'abord une question de matériel. Mais c'est pas un plaisir de voir que ça roule plus vite. Non, parce que le vélo est un sport de valeur relative. Donc, c'est que ça roule à 40 à l'heure, 42 à l'heure, 44 à l'heure. C'est pas ça qui fait qu'il y a un attrait ou pas. C'est la valeur relative par rapport aux autres champions. Le fameux Puy-de-Dôme du 12 juillet 64, Anquetil Poulidor, à quelle vitesse roulait-il? Ça n'a aucune importance. Bien sûr. Quand Thibaut Pinot, que vous évoquiez, distance Egan-Bernal dans les Pyrénées, en 2019, quelle que soit sa vitesse d'ascension, je ne sais pas combien c'était, 24 à l'heure, 23 à l'heure, 25 à l'heure, ça change rien. Ce qui est beau, c'est l'effort. Une dernière question sur l'aspect sécuritaire. En cette période de crise géopolitique, la sécurité, donc évidemment, est plus que jamais un gros dossier. Il y a une équipe dont le sponsor est Israël. Bon, on vous met un petit peu la pression, on suit un petit peu, parce que on l'a vu sur le Tour d'Italie, sur le Tour d'Espagne, il y a de plus en plus de drapeaux politisés, tout ça. Écoutez, sur le Tour de France depuis 2016, nous avons le GIGN. Donc une équipe du GIGN est sur le Tour de France chaque année depuis 2016, et elle sera là bien évidemment cette année. Elle est là bien évidemment cette année. Les vraies voix du Tour de France. Dans un instant, nous nous retrouvons. Je vous l'ai dit en fin d'émission, Bernard Hinault, pour fêter sa 40e. Pascal Chanteur nous expliquera le quotidien des coureurs français, puisqu'il est le président de leur syndicat. Et nous avons le grand plaisir de recevoir Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France. Christian Prudhomme, qui est avec nous et qui revient dans un instant. Les vraies voix du Tour de France, avec 3 invités prestigieux à suivre. Bernard Hinault, quintuple vainqueur de l'épreuve et dernier vainqueur français de la Grande Boucle, c'était en 1985. Notre consultant Pascal Chanteur, le président du syndicat des coureurs français, nous racontera le quotidien de nos champions. Et puis Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, nous livre sa vision de l'épreuve qu'il dirige donc depuis 2007. Christian, le Tour de France devient-il de plus en plus difficile et compliqué à organiser? Vous nous l'avez dit un petit peu avant avec les questions de sécurité. J'aimerais qu'on parle maintenant de l'aspect pression médiatique. Est-ce que, en fait, il y a aujourd'hui dans le cyclisme international beaucoup d'équipes, beaucoup d'investissements. Ça doit pas être facile à gérer quand on est le patron du Tour de France. Non, alors déjà, moi, je pense aux collectivités. Je pense d'abord aux collectivités. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, quand le Tour de France signait, c'était le Tour de France à Maurice Sport Organisation et une collectivité. Aujourd'hui, prenons l'exemple du Grand Départ, qui nous concerne directement. C'est la région de France, c'est le département du Nord, c'est la métropole européenne de Lille. Et puis ensuite, il y a chacune des villes. Donc ça veut dire beaucoup plus de gens rencontrés, bien évidemment, beaucoup plus de réunions avant, il faut que tout le monde soit d'accord, etc. C'est démultiplié. Ensuite, bien sûr que le Tour est la plus grande course cycliste au monde, c'est ce qui fait que les partenaires d'équipe viennent, ils viennent parce qu'il y a le Tour. Le Tour de France est retransmis dans 190 pays dans le monde. Il y a une centaine de pays qui reprennent en direct les images du Tour de France. Les images magnifiques de la course et de la France, elles sont vues dans le monde entier. Donc bien évidemment que ça fait venir du monde, ce qui est très bien d'ailleurs en soi. 22 équipes présentes. 23 équipes présentes. 23 puisque maintenant, une de plus. Oui, une de plus. C'est le nouveau règlement et on a poussé pour à la fois les représentants des équipes, les représentants des coureurs et nous aussi. Et donc, il y a 23 équipes au départ du Tour et il y aura 23 équipes au départ des 3 grands tours, Italie, France, Espagne, à partir de cette année.
Ouais. Ce qui fait que les sponsors viennent si il y a le Tour de France et tout le monde vous met un petit coup de pression. C'est-à-dire, vous avez parlé des collectivités locales, tout le monde veut en être, donc on vient vous voir. Les équipes, tout le monde vient vous voir. Les médias, tout le monde veut les droits. C'est en fait tout le monde saute sur vous, quoi. Alors nous avons 300 candidatures pour être étape du Tour de France, 250 en France, une cinquantaine à l'étranger. Ça ne bouge pas. Dans ces 250 candidatures, il y a beaucoup de candidatures de départements. Je prends l'exemple des Hautes-Pyrénées où nous allons tous les ans. Ça ne veut pas dire qu'il y a une candidature. Ça veut dire qu'on peut arriver à Péragude, à Loudanviel comme cette année, ou à Hautacam, mais aussi à Luzardiden, au Tourmalet, à la Mongie, partir de Tarbes, partir de Lannemezan, etc., à partir de Castelnau-Magnoac, le village du capitaine du 15 de France, Antoine Dupont, par exemple. Voilà, donc, mais ça c'est plutôt très très bien, c'est une chance formidable. Bon, là vous répartissez sur plusieurs années en essayant... Alors en fait, quand on trace un parcours du Tour de France, le plus important c'est naturellement l'aspect sportif, mais ça n'est pas la seule chose qui compte. Il y a l'aspect esthétique, la prise de vue dominante, c'est celle de l'hélicoptère. Donc bien évidemment qu'on va plutôt privilégier des choses qui sont jolies, le bord de mer, la haute montagne, etc. Et puis il y a évidemment aussi tout ce travail qui est fait avec les agriculteurs, par exemple, puisque il y a la beauté de la France, mais il y a aussi nos champs qui sont décorés aux couleurs du Tour, avec des fresques, fois, etc. Alors, tout le monde y va de son petit partout. spectacle. Voilà, et des images qui peuvent être vues là aussi partout dans le monde. Donc oui, le Tour, il est magique, le Tour de France. Moi, je suis toujours impressionné par ce qu'est le Tour de France. Bon, en ce qui concerne le bord de mer, c'était chouette, hein, les filles du. Ouais, je sais que vous êtes un mélomane. Bon, ça... Les filles du bord de mer, oui, bien sûr. C'est cadeau. Les droits télé, parce que en général, dès qu'on parle de foot, de rugby, on se dit mais les grandes chaînes se battent pour avoir les droits du Tour de France. Oui, bien évidemment, nous sommes liés à France Télévisions jusqu'en 2030, nous sommes liés avec l'Union européenne jusqu'en 2032. La philosophie de la famille Amaury, elle est merveilleuse. C'est d'être sur des chaînes qui sont gratuites, qui sont généralistes et souvent de service public. Amaury, donc votre actionnaire principal. Oui, parce que souvent, bien sûr, parce que souvent les auditeurs, téléspectateurs, les gens qu'on peut rencontrer nous disent mais est-ce que le Tour de France sera toujours gratuit à la télévision parce qu'il faut payer pour tout? Et la réponse est oui. D'abord parce qu'il y a une protection pour chaque étape du Tour de France. Tour de France dans sa version canal historique et le Tour de France féminin qui est magnifique et que nous avons remis au goût du jour avec Marion Rousse il y a quelques années. Donc ça, c'est un élément évidemment très important. Et puis il y a aussi ce que souhaite la famille Amaury, c'est-à-dire qu'on puisse toucher, je le disais il y a un instant, un maximum de gens. Ouais, et donc ça partout dans le monde évidemment, parce que là, on privilégie toujours des contrats longue durée, mais c'est vrai aussi avec nos partenaires. Je pense à LCL bien évidemment, partenaire du Tour de France, partenaire du maillot jaune, partenaire du Tour depuis 1981, partenaire du maillot jaune depuis 1986. Le maillot vert, le maillot blanc à pois rouge, le maillot blanc, etc., etc. Bon, chaque année, le président de la République s'invite dans votre voiture. Extrait du passage d'Emmanuel Macron dans les Pyrénées. Alors là, écoutez, à chaque fois, les chaînes infos sont à l'affût. Merci, bonhomme. Super. De rien. Alors, toi, tu habites où? À Bagnères de Bigorre. Toi, t'es à Bagnères. Et t'es en quelle classe? C2. Voilà, et on vous rappelle aussi que pendant donc que le chef de l'État attend la voiture rouge de Christian Prudhomme, le peloton, lui, roule en direction de Sainte-Marie de Compan. Voilà, alors bon, ça fait partie des moments, c'est-à-dire que le président de la République va à la rencontre et puis vous arrivez et vous êtes même plus important que le président de la République. Là, on l'entend dans le... Non, ce qu'on a oublié, alors c'est vrai que ça va faire bientôt 20 ans, mais c'est que c'est Nicolas Sarkozy le premier qui a instauré cette tradition de venir et de passer 1 heure et demie, 2 heures, de faire 30, 40, 50 kilomètres en voiture avec le directeur du Tour que je suis. Lui, un vrai fan de vélo qui pratique, etc. Mais Nicolas Sarkozy, comme François Hollande, comme Emmanuel Macron, sont tous venus avant d'être président. Aucun n'a découvert le Tour de France en étant président. Ils savent tous les trois très bien ce que représente le Tour. Certains étant plus sportifs, d'autres étant plus au contact des gens, etc. Mais ils sont tous venus avant. Ils n'ont pas découvert le Tour en étant président de la République. C'est évidemment une vraie fierté. D'ailleurs, j'entends nos amis italiens nous dire régulièrement « Ah mais vous, chez vous, le président de la République se déplace sur le Tour de France. » Et c'est pas le cas chez nous. C'est quelque chose évidemment de très fort. Il s'y dit des choses importantes dans la voiture rouge à vos côtés. Alors, vous n'allez pas nous le dire, évidemment, Christian, mais vous avez un souvenir marquant, par exemple. J'ai un souvenir marquant, mais qui ne concerne pas un président en exercice, mais l'actuel président. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, lorsqu'il était ministre de l'économie, l'étape qui se terminait à Luchon, avec le col de Peyresourde, avec Chris Froome et Quintana côte à côte au sommet, et Froome à la surprise générale qui attaque dans la descente, qui va gagner. Et au pied du podium, Emmanuel Macron me dit « Moi aussi, je vais faire mon échappée ». Ça, c'est l'été 2016, et il est candidat et donc élu président 9 mois plus tard.
Et vous êtes dans la confidence d'une certaine manière. Oui, au pied du podium, oui, il y avait personne à côté. Ouais. Enfin, si, il y avait beaucoup de monde à côté, mais il n'entendait rien. Est-ce que vous en profitez pour aborder des choses importantes? Est-ce que à ce moment-là, avec le président de la République, vous dites, vous voyez, les équipes françaises, fiscalement, c'est dur. C'est très compliqué d'abord parce qu'il reste la conduite de la course. Même si naturellement Thierry Gouvenou, notre patron des compétitions, Pierre-Yves Thou, mon adjoint, sont là, mais il y a quand même un suivi de course à faire puisque nous sommes derrière les échappés. Donc le président de la République est là, mais on peut pas faire comme s'il n'y avait pas de course puisqu'il est là pour la course. Donc non, des choses peuvent être évoquées, mais ensuite, puisque assez régulièrement on se voit après l'étape. Et c'est après l'étape qu'il se dit plus de choses. Oui, parce que dans l'étape, d'abord il y a beaucoup de monde, bien évidemment, les gens qui regardent, etc. Et puis il y a la conduite de la course en avance. Ce qu'on va se dire dans la voiture, c'est qui est en tête, est-ce que ça revient, ça revient pas, voilà, c'est ça. Puis un certain nombre de choses. Vous évoquez des choses un peu plus sérieuses, un peu plus importantes. Oui, on peut évoquer des bons moments, tout simplement. Hein. Ouais. Alors bon, je vous connais bien. Vous êtes un passionné. Vous devez certainement délivrer quelques messages, mais comme vous êtes très diplomate, finalement, vous n'allez pas nous le dire. Vous êtes aussi évidemment un brillant orateur, et c'était le cas d'ailleurs de votre prédécesseur Jean-Marie Leblanc. La dimension de communicant à votre rôle, elle est primordiale pour le travail. Elle est capitale. Je pense que c'est impossible de remplir ce rôle-là si on n'a pas l'habitude des médias. Le journalisme, c'est ma vie, c'est la seule chose que je sache faire. Les gens ne se rendent pas compte, mais je donne des interviews tous les jours. Tous les jours. D'ailleurs, en ce moment même. Toute l'année. Oui, en ce moment même, mais tout le temps. Hors du tour, en septembre, en décembre, en février, en permanence. Évidemment, encore plus au mois de juin, les semaines qui précèdent le Tour de France, parce que on a tout un tas de demandes. Mais oui, la partie représentation, qu'il s'agisse des interviews avec des médias français ou étrangers, ou qu'il s'agisse des rendez-vous avec les élus, elle est considérable. En fait, avant le Tour, je vais sur 2/3 des villes-étapes du Tour qui suit. C'est-à-dire que entre l'annonce du parcours du Tour de France à la fin du mois d'octobre et le mois de fin juin ou début juillet, en l'occurrence le 5 juillet cette année, avant-hier, eh bien là, j'ai vu pendant ces 6 ou 7 mois, les 2/3, je suis allé au moins une fois dans les 2/3 des villes-étapes du Tour. Avec autant de gueuletons à chaque fois. Avec des rendez-vous avec les élus, avec souvent des rencontres, évidemment, avec la presse quotidienne régionale, en permanence. Des faces aux lecteurs que j'adore. Par exemple, rencontrer les gens directement. Oui, on a beaucoup de rendez-vous. Et parfois, vous prenez position et on pourrait facilement vous deviner un destin politique, Christian Prudhomme. Écoutez cet extrait à Grenoble, aux côtés du maire écologiste Éric Piolle. Le Tour de France, c'est une épreuve qui fédère, qui rassemble. Ne cassez pas ce qui rassemble. Il y a tant de communautés, de communautaristes, de gens qui se séparent. Le Tour, c'est tellement plus que la plus grande épreuve cycliste du monde. Le Tour, c'est notre pays. Je parlais de la Marseillaise, de Jérôme. Le Tour de France gagné par Bernard Thévenet, c'est une fierté. Quand on va dans les fonds de vallée, on sera samedi en Haute-Saône, à la planche des Belles-Filles. 35% de chômeurs en fond de vallée, des gens qui baissaient la tête et qui la relèvent. Ils font le contraire du champion cycliste, baisse la tête, t'auras l'air d'un coureur. Grâce au Tour, ils relèvent la tête. Parce qu'ils voient leur village, Plancher-les-Mines, dans la Haute-Saône. Ils voient leur village qui est montré dans le monde entier et ils sont fiers. Et je suis sûr que dans ce magnifique département de l'Isère, je suis sûr qu'à Grenoble, dans la métro et dans la ville, les gens sont fiers. Et ils le sont plus encore dans nos territoires ruraux. Mais ce qui nous rassemble, ce qui nous unit, c'est juste du bon sens. Christian, je précise sur le taux, j'étais allé un peu fort sur le taux de chômage en fond de vallée, c'était plutôt du 20%. Alors j'ai pris volontairement cet extrait et je l'ai pris volontairement long parce que il dit beaucoup de choses de vous. Vous avez 65 ans, destin politique ou pas? 64. Ouais. Ça sera pour la fin de l'année. Oh, Frédéric, je vais passer au tutoiement. Vous me direz ça n'était pas du tout prévu. L'intervention n'était pas du tout prévue. Mais en fait, c'est parce que improvisation, d'accord. Non, c'est parce que en fait les élus précédents ont utilisé le Tour comme une tribune politique. Donc moi j'arrivais en dernier et donc voilà, j'ai dit ce que j'avais dit, je ne retire rien. C'était devant Éric Piolle, mais c'était après des propos du maire de Lyon, Grégory Doucet, sachant que Grégory Doucet, je l'ai rencontré depuis, que la ville de Lyon souhaiterait avoir une étape du Tour de France Femmes et que voilà, tout est apaisé. Mais oui, c'était dans des circonstances tout à fait particulières. Un rôle important de politique là. Oui, mais si dire ne cassons pas ce qui nous rassemble les politiques, alors oui, je l'assume complètement. C'est juste une évidence. Dans un monde au-delà de la France, qui se désagrège, qui se sépare, avec des atomes qui partent dans tous les sens, oui, défendre ce qui nous rassemble, ça me paraît capital. Oui, parce que là... C'est même pas un message politique.
C'est juste un message de bon sens. Christian Prudhomme, les propos sont forts. Oui. Encore une fois, j'ai choisi cet extrait assez long parce que vous allez chercher dans très large. Je suis d'ailleurs frappé par la force de conviction que j'y ai mis, qui est bien réelle, mais j'en avais pas conscience quand je le dis, précisément parce que ça n'était pas prévu. Mais j'ai dit ce que je ressentais, oui. Je ne suis pas très fort dans les éléments de langage. J'aime bien dire ce que je ressens. Oui, mais si, bien sûr que si, tu le sais très bien. Tu le sais très bien. Non, mais tout ça pour dire que, Christian, vous incarnez magnifiquement bien ce rôle de directeur du Tour de France et que ce rôle-là est éminemment politique, qu'on le veuille ou pas. Et vous êtes... plié à tout ce que cela impose. Quand Jean-Marie Leblanc, Patrice Clerc, encore une fois, m'ont demandé de venir les rejoindre, je n'en étais pas spécialement rassuré, parce que je ne connaissais pas du tout le monde politique. En fait, on tape sur les élus, ils sont vilipendés, mais 95% des élus de terrain sont des gens formidables qui donnent dans un monde qui ne donne plus, parce qu'il faut quand même flinguer tous ces week-ends. Il n'y a pas de récup, ils ont fait la semaine, ils vont se faire engueuler parce qu'on les accuse d'avoir touché de l'argent de je ne sais quoi, même si ça ne rembourse même pas leur essence. Ouais. Donc faut en vouloir quand on voit le nombre de maires qui démissionnent, qui abandonnent, parce que simplement c'est pas possible. La charge moi, je vais faire de la politique. Alors, 9 personnes sur 10 me disent merci, je vais aller dans la politique, et 9 personnes sur 10 vont me dire, vont m'engueuler. Ce serait assez paradoxal quand même, parce que c'est bien ça la réalité de leur vie et de la mienne. J'ai une chance immense, je le confirme. Merci beaucoup Christian Prudhomme. Excellent Tour de France à vous. Merci Frédéric. Je rappelle, nous suivons quotidiennement l'épreuve sur Sud Radio et notamment à l'arrivée dans les vraies voix avec les commentaires de Vincent Barthaud, vainqueur de l'étape de Marseille le 14 juillet 1989. C'était magnifique pour le bicentenaire de la Révolution française. Ça s'invente pas. À suivre, Pascal Chanteur, le président du syndicat des coureurs et aussi notre consultant. Et puis pour fêter le 40e anniversaire de sa victoire, qui est aussi la dernière victoire française sur le Tour de France, Bernard Hinault. Merci Christian Prudhomme. On se retrouve dans un instant. Les vraies voix du Tour de France après cette interview de Christian Prudhomme. Nous continuons avec les grands personnages du Tour. Dans un instant, je vous l'ai déjà dit, nous serons avec Bernard Hinault qui 40 ans après nous parlera de ce Tour de France, 40 ans après sa victoire qui constitue donc la dernière victoire française sur le Tour de France. Mais pour l'instant, c'est Pascal Chanteur. Alors évidemment, consultant sur Sud Radio, ancien coureur du Tour de France, brillant coureur, Pascal Chanteur, et puis surtout aujourd'hui président du syndicat des coureurs français du cyclisme. Le nom du syndicat, on le rappelle ? L'UNCP, Union nationale des coureurs cyclistes professionnels français. Vous avez du boulot, parce que c'est pas un métier facile. Déjà pour un cycliste français, Pascal Chanteur, ne pas faire le Tour de France, est-ce que ça a des conséquences sur sa carrière à cycliste ? Beaucoup moins maintenant, avec l'arrivée du World Tour. Les coureurs français n'ont plus cette obligation de pouvoir participer au Tour de France afin de pouvoir négocier leur contrat à la fin de l'année. Rappelons ce qu'est le World Tour. Un calendrier international. Voilà, une succession d'épreuves majeures. Exactement. Ouais. Toutes les grandes courses font partie du World Tour. Le Tour d'Italie, le Tour d'Espagne, les grandes classiques du début de saison. Exactement. Donc ça veut dire que pour un coureur français, évidemment, ça reste préférable de faire le Tour de France. Ben, c'est quelque chose qui, au niveau sentimental, est quelque chose de très important pour eux parce qu'ils évoluent au sein de leur pays. Et le Tour de France reste quand même l'épreuve majeure du calendrier international. On parlait du World Tour. Pour eux, ce qui est important, c'est de gagner des courses du World Tour pour optimiser leur carrière, leur salaire. Alors oui, bien sûr, les courses du World Tour sont plébiscitées par les coureurs pour la bonne et simple raison, c'est ce qui permet de leur faire leur valeur marchande et surtout pour leurs équipes d'obtenir des points pour pouvoir continuer à officier au sein du World Tour. C'est un petit peu un système de montée et descente comme des championnats la championnat de France de football. Donc c'est important pour des équipes qui sont à la recherche de points. Il y en a d'autres qui n'ont pas ce problème-là. On peut citer UAE qui sont premiers au classement mondial. L'équipe de Tadej Pogacar, notamment. Mais par contre, celles qui sont dans les 17, 16, 17, 18e équipes, là c'est très difficile et ils sont à la chasse aux points. Oui, parce que en fait, quand le coureur est dans une équipe World Tour, il fait les courses World Tour. S'il n'est pas dans une équipe World Tour, mais par exemple en dessous Pro Tour, il faut se faire inviter, ce n'est pas simple. Donc en fait,
plus vous êtes fort, plus vous intégrez des grosses structures. C'est ça l'idée. Exactement, et c'est tout à fait ça. Et les équipes de la seconde division, donc des pro teams, n'ont qu'une envie, c'est pouvoir accéder au World Tour. Donc il y a un système de vases communicants qui se font, et je vous cache pas que l'équipe qui est dans le World Tour et qui doit redescendre, c'est un véritable drame. C'est sain, ça, parce que bon, le cyclisme est un sport individuel éminemment collectif et il est demandé à des coureurs, par exemple, de se sacrifier pour d'autres. Donc, comme ils ne marquent pas de points au World Tour, est-ce qu'ils ont la même valeur marchande? C'est un peu piégeux comme système. Alors, au niveau des coureurs, beaucoup moins. Là aussi, le travail d'équipier est beaucoup plus valorisé que à notre époque. Vous parliez de Bernard Hinault. À l'époque de Bernard Hinault, c'était quelque chose de fondamental où les leaders avaient un grand respect pour leurs équipiers et ils mettaient tout en œuvre pour les accompagner dans la recherche de leur contrat. Lors de ma période, c'était beaucoup moins flagrant. Donc, et aujourd'hui, c'est milieu des années 90 et 2000. Exactement. Voilà. Et aujourd'hui, c'est revenu au goût du jour où les équipiers sont vraiment primordiaux parce que ça roule tellement vite. Il y a beaucoup de travail à effectuer pendant l'épreuve. C'est un travail de l'ombre, mais c'est un travail fondamental parce que donc ils sont valorisés aux yeux des embaucheurs. Des staffs. En fonction du travail qu'ils ont fait et pas forcément des points qu'ils rapportent avec les places dans les courses. Exactement. Les leaders savent exactement qu'est-ce que leur apportent leurs équipiers et le staff technique, la direction sportive se rendent bien compte du travail mené. Est-ce qu'un cycliste professionnel gagne bien sa vie? Alors avec vous, bien sûr, on s'intéresse aux coureurs français. Vous êtes, je le rappelle, le président du syndicat des coureurs français. Alors quand je dis combien on gagne, on est toujours un petit peu gêné de révéler les salaires, mais la fourchette, disons. Non, mais aujourd'hui, dans le World Tour, aujourd'hui, vous avez plus de 70 coureurs au niveau international qui gagnent plus d'1 million d'euros. Par an. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Je le dis parce qu'il y a des footballeurs qui nous écoutent. Non, mais on est loin de ces stats. Aujourd'hui, un coureur professionnel World Tour, il y a un contrat minimum que personne n'a. Ils sont tous au-dessus du contrat minimum. Et le contrat minimum, c'est 4 800 € par mois. D'accord. Donc aujourd'hui, on évalue pour un coureur World Tour à 60 000 €, et là je parle par an, au-dessus de 60 000 € par an. Et le salaire moyen aujourd'hui, c'est 8 200 €. Alors donc ça reste très mineur parce qu'on dit 8 200 €, c'est beaucoup, mais ça concerne pour une carrière d'un sportif professionnel 4-5 ans dans sa vie de sportif. Et il y a les coureurs professionnels qui sont non pas dans les équipes World Tour ni en dessous, c'est-à-dire Pro Team, mais Continental. C'est la 3e division. Il y a des Continental professionnel. Ouais. Ça n'existe qu'en France. Le syndicat a tenu à ce que tous les coureurs, même qu'ils soient en 3e division, aient un contrat de travail en bonne et due forme avec un salaire minimum. Et en l'occurrence, en France, nous sommes le seul pays à avoir des contrats de travail pour ces coureurs Continental professionnels. Le salaire minimum, c'est ? Le salaire minimum, c'est 20% au-dessus du SMIC. Beaucoup de Français se sont exilés dans des équipes étrangères. Alors bon, les célèbres Bardet à la Philippe, si Bardet vient de mettre un terme à sa carrière, les très grands espoirs, Martinez, Lorange, Champoussin, Zinglet, Magnier, pourquoi ? Là, il faudrait demander à notre législateur. On a un véritable problème au niveau concurrence internationale. Pour la bonne et simple raison qu'à l'international, beaucoup d'entre eux, et là je parle des athlètes, sont avec des contrats d'indépendants. Nous, en France, c'est totalement interdit. Nous avons uniquement des salariés. Et vous connaissez comme moi la fiscalité. Voilà. Et vous connaissez comme moi la situation en France à l'heure où on se parle. C'est extrêmement délicat et les charges sont exorbitantes, parce qu'il faut le dire. Et nous n'avons aucune concurrence. Nous sommes pas du tout concurrentiel au niveau mondial. Et ça, c'est un véritable problème. On fait un gros travail sur la formation, le recrutement, l'éclosion de notre jeunesse, et notre jeunesse s'en va à l'extérieur et on perd tout. Et c'est là que notre au foot, comme au volleyball, comme au basket, etc. Voilà. Et c'est là que notre législateur devrait travailler. C'est qu'à un moment donné, au lieu de tout perdre, travaillons pour essayer d'au moins préserver un certain nombre de choses. Parce qu'un Martinez qui habite en Andorre et qui travaille au Bahreïn,
vous comprenez bien qu'il n'y a aucun capitaux qui reste capté en France. Lenny Martinez qui vient de remporter notamment une étape sur le Dauphiné. Alors je veux pas stigmatiser sur Martinez, mais vous prenez Alaphilippe, c'est le cas. Vous prenez de tous nos grands champions. Équipe suisse à Tudor, il court une équipe suisse Tudor et il était dans une équipe belge au préalable. Donc tout ça pour dire que nous avons eu la chance et d'avoir les Jeux Olympiques de Paris, où il était clairement dit par nos politiques que ça allait faire un courant d'air énorme pour le sport français. On a vu le résultat, diminution des budgets, et aujourd'hui on est au fond du trou. Et pourtant les Français jouent le jeu, c'est-à-dire il y a 3 équipes World Tour, 2 Pro Team, plus d'autres continentales. Il y a très peu de pays, peut-être la Belgique, qui font mieux. Simplement, les équipes françaises, là aussi, pour cause de fiscalité, ne peuvent pas, vous me direz c'est pas les seuls, mais s'aligner sur UAE, donc les Émirats Arabes Unis qui ont leur équipe, Bahreïn, vous l'avez dit, mais Ineos, les Britanniques, etc. Alors en France, nous sommes le pays où il y a le plus d'épreuves organisées, de courses organisées, par des professionnels, comme ASO, ou par des bénévoles. Parce que le socle du vélo reste quand même le bénévolat. Les Tours de Vendée, Paris-Camembert, etc., etc. C'est l'essence de notre sport. Nous avons le plus d'équipes au niveau mondial. Nous avons plus de 10 équipes professionnelles, que ça soit 3e, 2e ou 1re division. Nous avons pratiquement le plus de coureurs, avec l'Italie et la Belgique. Cela, on ne le doit qu'à notre travail, au travail des équipes, des organisateurs et des coureurs. C'est un travail qui se fait au sein de la Ligue, et pour ça, il y a un travail formidable de mener. La Ligue présidée notamment par Xavier Jean, ancien coureur cycliste. Exactement. Mais vous êtes à flux tendu à cause de cette fiscalité, c'est ça l'idée? Exactement, exactement. Et personne ne nous aide, personne ne nous accompagne sur un certain nombre de dossiers. On envoie des courriers au ministère qui ne sont systématiquement sans réponse. Alors, comme on dit, il faudrait les interpeller via les réseaux sociaux. Il n'y a que là qu'ils ont la capacité de pouvoir nous répondre. Parce que c'est le modèle économique du cyclisme qui est en jeu. On va voir un match de foot, on paye une place. Il y a 80 000 personnes multipliées par 100 €. Le cyclisme, c'est un spectacle gratuit. Bon, j'aimerais, Pascal, parce que le temps tourne et c'est très intéressant, mais on va se retrouver tout au long du Tour de France avec vous sur Sud Radio. Il y a 2 problématiques aujourd'hui pour les coureurs cyclistes. Le burn-out, beaucoup disent j'en peux plus, j'arrête. Et puis le danger de la chute. Alors le burn-out, pourquoi ? Santé psychologique, parce que le métier est devenu de plus en plus difficile. Les datas, l'alimentation, les diètes. Enfin, quand je dis les diètes, c'est-à-dire des régimes très pertinent par individu, par sportif, pour être le plus performant possible. C'est une vie de moine, quoi. Ouais. Je pense que même les moines, ils ont pas cette vie-là. Ouais, on leur demandera. Oui, bien sûr. Non, mais j'en suis sûr. Oui. Le côté de la lutte antidopage, aujourd'hui, administrativement, c'est extrêmement lourd. La géolocalisation, c'est difficile. Un coureur doit être localisé à n'importe quel moment. Voilà, on pourrait faire une émission rien que là-dessus. Donc ça c'est difficile. Et encore une fois, vous avez dit le danger, les entraînements, la lourdeur de tout ça, c'est un métier qui n'est plus du tout le même que j'ai pu exercer il y a pas si longtemps que ça encore. Bon, on se retrouvera tout au long de ce Tour de France, Pascal, mais quand même, la question des chutes qui se multiplient. Alors, avant, il y avait aussi beaucoup de chutes, vous êtes souvent tombé, mais dangereuse comme ça, quand même. Mais la voie publique n'est plus faite pour les courses de vélo, il faut être clair sur ce sujet. Les dodanes, les rétrécissements... La route, elle est faite pour ralentir les véhicules. Et vous avez aujourd'hui une législation qui demande à l'automobiliste de rouler à 30 dans une agglomération. Et nous, on arrive à 70 à l'heure, donc il y a quelque chose qui s'entrechoque. Et donc, à partir de là, eh bien, les organisateurs de courses, et en l'occurrence le Tour de France, pour ne pas le citer, font un travail énorme. Il faut leur rendre ça. Ils font un travail énorme pour mettre en sécurité les acteurs de ce sport que sont les coureurs cyclistes professionnels. Mais il y a des enjeux sportifs et il y a une compétition. Et vous savez comme moi qu'à un moment donné, ce qui est important, c'est de gagner. Oui. On parlera de tout ça, on va évidemment faire le point le lundi soir dans les vraies voix, on essaiera d'instaurer ce rendez-vous avec vous Pascal, parce que vous êtes itinérant bien sûr sur tout le Tour de France. Dans un instant nous serons avec Bernard Hinault, je suis allé rouler avec lui,
petit enregistrement. Vous allez voir, on se retrouve dans un instant avec celui qui a gagné le Tour de France il y a 40 ans, le dernier Français à s'être imposé en 85. Merci Pascal Chanteur, un petit mot. Merci à Bernard Hinault, c'est quand même notre légende du sport cycliste, mais aussi du sport français. Allez, à tout de suite avec Bernard Hinault. Merci Pascal Chanteur. Ce que je vis, c'est un peu ce qu'un conducteur ferait s'il conduisait aux côtés d'Alain Prost. Moi, je suis sur mon vélo avec Bernard Hinault et à Yfignac. Autrement dit, la bonne personne au bon endroit. Bernard Hinault sur le vélo, toujours une passion, un plaisir ou un réflexe? Un plaisir et une passion. Parce que c'est avant tout ça, mais non, quand on a pris un peu d'âge, on n'a plus envie de se battre. Pourquoi faire? On a prouvé ce qu'on savait faire avant. Mais non, c'est le plaisir. Donc on y va quand il fait beau, quand il n'y a pas trop de vent. Non, c'est génial. On a le choix quand on est retraité. On vient de passer, là, il y a quelques côtes dans le coin d'Yfignac. C'est là où vous avez préparé la stratégie de Salanches, finalement, parce que ça grimpe ici. Non, c'est pas ici qu'on l'a préparé, parce que c'est dans le Morvan. Parce qu'il n'y avait pas de côte assez dure pour pouvoir vraiment faire des efforts violents. Et donc, c'est là-bas qu'on avait été, dans le Mont-Beuvray, pour vraiment... mais bon, quand vous faites toute la saison ici, et puis que vous roulez avec le vent, vous avez le vent de face pendant 30, 40, 50, 60 km, à la sortie, c'est 2 cols que vous montez bout à bout. Hein. Bon, allez Bernard, on va se poser pour la suite de l'interview. On s'assoit. Bernard Hinault, alors on s'est retrouvé sur le vélo grâce à votre partenaire. Enfin, vous êtes l'ambassadeur de Skoda, oui, depuis 20 ans. C'est un beau partenaire qui a beaucoup évolué dans toutes les gammes. Et qui s'intéresse au cyclisme et qui a créé We Love Cycling, c'est ça, hein? Donc l'idée, c'est d'avoir des ambassadeurs dans toutes les régions et de faire en sorte des rencontres avec des spectateurs, avec des coureurs dans les concessions, de manière à les faire venir, de manière à ce que les gens découvrent tous les véhicules qui sont dans la concession, parce que quand on voit un dans la rue, ok, mais quand on a cette possibilité de les faire venir dans la concession, ils voient toute la gamme. Et donc, les gens se retrouvent à rouler sur le vélo. Et ça, c'est le petit truc en plus, et c'est encadré. Aujourd'hui, des parents ont peur de se dire, voilà, je vais inscrire mon fils ou ma fille au cyclisme parce que c'est dangereux la route. Est-ce que vous avez senti cette évolution, l'entraînement pour les jeunes, c'est dangereux? Ça a toujours été dangereux, faut pas croire. Hein. Mais il faut peut-être aussi ne pas aller sur les grandes routes nationales. On a cette chance en France d'avoir plein de petites routes, à part en montagne où c'est une vallée. Il faut savoir en profiter. En même temps, les comportements sur la route ont un peu changé. Et c'est comme si c'était très tendu pour tout le monde. C'est vrai, on voit des gens en voiture qui te disent... J'ai connu ça, une personne qui a dit « J'ai mieux écraser un coureur cycliste que de passer sur une ligne blanche ». Donc il y a 40 ans déjà. Et il y a beaucoup plus de voitures, il faut être très vigilant. On a cette chance aujourd'hui peut-être de pouvoir aller faire du gravel. Donc on peut faire du gravel, on peut faire du VTT, on peut faire du cyclocross si on en a envie. Donc on peut faire du vélo. Est-ce que finalement l'avenir, ça passe pas par ça? C'est-à-dire au départ, les jeunes font des courses de gravel, de VTT, dans un endroit un peu sécurisé, puis après on passe à la route, quoi. On en voit pas mal. Quand on regarde Van Der Poel, Van Aert, ils viennent du cyclocross, Pitchcott. Donc il n'y a pas de raison. Parce que c'est une autre manière, c'est très intense. Et je pense qu'on peut faire la même chose. On fait du gravel, il y a des grandes sorties où on fait 80 km en tout terrain. Je pense que quand ça fait une bonne sortie sur la route. Le cyclisme évolue, la compétition, ça roule de plus en plus vite. Ces vélos sont vraiment magnifiques. On vous voit rouler sur les vélos modernes. C'est-à-dire que si vous, avec la forme que vous aviez, la force que vous aviez eu ces vélos-là aujourd'hui, en moyenne, vous gagniez combien? On aurait roulé de la même manière. C'est vrai qu'il y a des améliorations, mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que les routes sont beaucoup plus dangereuses. Il y a beaucoup plus de ronds-points, beaucoup plus d'avancées de trottoirs. Non, il faut être très vigilant. Donc le matériel est performant, ça c'est sûr et certain. Maintenant, il faut faire avec. Hein. On peut pas mettre des freins. Hein.
Donc, c'est aux coureurs d'être aussi vigilants, faire attention pour pas qu'il y ait de chute, quoi. Aujourd'hui, le problème du cyclisme, c'est le risque. Il y a des accidents, il y a des accidents très graves. Oui, mais il faudrait peut-être réfléchir. Pourquoi ? Quand vous avez un compteur sur le vélo et puis quand vous regardez vos watts en permanence pour savoir si vous êtes bien, vous n'êtes pas en train de regarder la route. Il y a des freins à disque, c'est beaucoup plus puissant. Donc c'est la moindre petite faute d'inattention, vous êtes sur le derrière. Et ça, il faut réfléchir. C'est comme si les coureurs avaient un ordinateur face à eux et ils ne voient plus la route, quoi. C'est ce que vous dites. Bah oui. Mais il faut les regarder. Quand on regarde une course, ils sont toujours en train de toucher le petit ordinateur qu'ils ont sur le vélo. Ben oui, mais tu vois pas la route. Et si tu roules à 55, 60 à l'heure, le temps de réaction, c'est pas le même. Donc c'est à eux de réfléchir. De plus en plus, les jeunes s'intéressent au cyclisme et ne se mettent pas forcément à la compétition, mais passent par les jeux vidéo. C'est comme si un engouement, jeux vidéo, cyclisme. Comment vous voyez ça ? Chacun fait comme il veut, mais moi qui étais coureur cycliste, j'aime mieux être sur un bon vélo. La vocation des jeunes qui voudraient faire du cyclisme en compétition, vous la sentez encore présente ou il faut faire quelque chose parce que il y a la chute du nombre de licences, par exemple ? Oui, déjà, il ne faut pas oublier qu'au niveau d'organisation, c'est très difficile du fait de toutes les contraintes que l'on met aujourd'hui. Quand vous voulez organiser une course, il faut des papiers. Et donc, à un moment de temps, il y a certains organisateurs qui ne veulent plus dire « Ouais, je veux bien être bénévole, mais je ne veux pas qu'on m'embête autant que ça. » Après, il y a plein de jeunes qui viennent au vélo quand même. Là, chez moi, là où j'habite actuellement, à Calorguin, on a fait une course avec, il y avait 180 coureurs. Mais des petits, on a commencé avec 7-8 ans. Et c'était génial, ils avaient envie de voir ça. Donc ceux-là sont peut-être les futurs compétiteurs. Mais il en faut beaucoup, quoi. Et il y avait une autre course pas très loin de là, je crois qu'ils étaient autant. Mais il faut créer pour la jeunesse, vraiment les petits, leur donner ce goût de la victoire, leur donner la petite coupe qui gagne. Et ça, c'est génial de voir ça. Bon, les grands maintenant, c'est passionnant. Il y a ce Tour de France avec évidemment un super champion Pogačar, mais il est prenable aussi. Par qui ? Vingegaard, Evenepoel, Lipovic. Déjà, Evenepoel, le problème c'est qu'il est à haute montagne, il lui manque cette capacité à passer la haute montagne. Et quand que ce soit Vingegaard ou Pogačar mettent un coup d'accélérateur, il peut pas. Ça, c'est rédhibitoire. On l'a pas, Evenepoel ne l'a pas. Pour l'instant, il ne l'a pas. Déjà l'an dernier, il est sur le Tour, on le revoit là. Donc, le Tour, c'est le gros monument quand même. Bon, il a gagné le Tour d'Italie, si mes souvenirs sont bons. Mais le Tour, quand il faut monter à l'école à plus de 2000 mètres, c'est plus difficile. Il va y avoir ce final. Les Champs-Élysées... les gamins que nous étions n'ont jamais oublié vos 2 victoires avec le maillot jaune sur les Champs-Élysées. Une fois au sprint en battant les sprinteurs. Pogačar, il peut se permettre ça parce qu'il n'y a pas plus beau en panache. Mais justement, il peut se le permettre. C'est ça qui va être fantastique. Les 3 derniers tours sur la montagne Montmartre et puis l'arrivée 3 km après. Donc ce que fait Renko pour les Jeux Olympiques, pourquoi pas un Pogačar faire la même chose. C'est-à-dire, bon, alors vous avez gagné aussi, vous étiez échappé. Et attention, il faut voir aussi quel classement, quel écart il y aura entre lui et le second. S'il n'y a pas grand-chose, je pense que le spectacle va être beau. Parce que vous, aux Champs-Élysées, vous avez gagné de 2 manières. Une fois, vous partez avec Job Zoetemelk, qui est votre deuxième, votre suivant, et vous partez tous les deux. Là, c'est plus la configuration, finalement, de ce qui va se présenter avec les bosses de Montmartre. Donc là, on peut imaginer quelque chose. Mais il faut avoir envie, c'est ça ? Oui, on va s'amuser. Et je pense que si Pogačar, il a cette possibilité, je pense qu'il ne va pas se gêner. C'est magnifique. Vous aviez pensé à ça, c'est-à-dire que pendant vous faites votre Tour de France et vous vous dites tiens, je vais essayer de gagner aux Champs-Élysées ou Non, c'est les circonstances de course qui fait que tu te retrouves devant, quoi. Dans le sprint, j'ai un équipier, Charlie Bérard,
qui me dit mets-toi dans la roue. Après, il t'emmène, il te lâche à 400 mètres de la ligne, tu vas quand même pas le décevoir et ne pas gagner, non? C'est-à-dire que sans Charlie Bérard, ce jour-là, Bernard, vous ne le faites pas? Ah oui. Non. Au kilomètre, j'avais tripoté un petit peu, je dis, oh punaise, et puis je me suis fait un peu tasser, je dis merde, fais pas le compte, t'as quand même le maillot jaune, quoi. Et donc, j'ai eu un peu de retenue, et Charlie est arrivé, il m'a dit mets-toi dans la roue. À partir du moment où tu as un équipier qui te dit mets-toi dans la roue, il m'a ramené devant, il m'a déposé à 400 mètres, et là c'était tout droit. Parce que ça, jamais Indurain ne l'a fait. Bon, Armstrong, il existe quand même. Bon, jamais il ne l'a fait. Personne n'a pensé à le faire. Jusque-là, c'est pas évident. Il y a ceux qui ont porté le maillot jaune, ils étaient tellement contents d'avoir le maillot jaune qu'ils se sont dit ça sert à rien, je vais laisser ça aux sprinters. Mais moi, j'avais envie de m'amuser, j'ai envie de jouer. Donc je l'ai fait. Ce Tour de France, il va être magnifique ou assez décevant parce qu'écrasé par Pogačar? Je crois qu'il ne faut pas dire ça aujourd'hui. On n'en sait rien. On n'en sait rien comment ça va se passer. Alors, pour moi, je pense qu'il va gagner. Mais de quelle manière, on n'en sait rien. Et puis, Vingegaard peut-être aura progressé encore. Il y aura peut-être une bagarre à coup de seconde ou très peu de temps entre les deux. On verra ça dès les premières étapes de montagne. Et même déjà au premier contre-la-montre. Bon, une dernière question, celle à laquelle personne ne peut jamais répondre, mais on se la pose à chaque fois, alors je me lance. Merckx, Hinault, Pogačar. Pogačar est de votre veine? Oui, parce qu'il est capable de gagner des classiques au début de saison, de gagner des grands tours milieu, et puis d'aller faire un championnat du monde et le gagner. Et encore un tour de Lombardie pour finir, pour s'amuser. Donc il fait partie de la classe des grands, où toutes les disciplines, il sait les faire. Et des trois, c'est qui le mieux? Bon, pour l'instant, c'est Eddy Merckx quand même. Mais même avec Eddy, on en a discuté un petit peu. Tel qu'on voit Pogačar aujourd'hui, il risque d'être bien au-dessus de nous. Mais bon, c'est comme ça. C'est inné ou c'est l'optimisation du travail qui fait que, parce qu'il est plus fort, il peut aller encore plus loin grâce à ce travail? Il a quelque chose d'inné. Il n'est pas fait comme les autres, je pense pas. Et puis il travaille. Parce que si tu as des capacités physiques hors normes, mais que tu bosses pas, tu vas pas gagner. Hein. Et lui, il a cette capacité de s'entraîner très dur et à la sortie d'être devant, quoi. Merci Bernard Hinault. Ouais. Voilà, cette émission Les vraies voix du Tour de France se termine. Merci à nos invités, Christian Prudhomme, Pascal Chanteur et donc Bernard Hinault. Bon anniversaire Bernard Hinault, ça fait 40 ans qu'il a gagné son 5e et dernier Tour de France et depuis donc aucun Français ne s'est imposé. Espérons qu'il en soit le cas pour ce mois de juillet. Bon, ça risque d'être difficile, en tout cas nous suivons le Tour de France sur Sud Radio tout au long de ce mois de juillet et nous y revenons chaque jour avec l'arrivée dans Les vraies voix. À demain.